And the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq, of Ukraine. What's going on internationally? How do we get to the place where, Putin decides he's going to just invade Russia? Nothing like this has happened in World War II. Bonsoir, je suis heureux d'être parmi vous. Pourquoi parmi vous? Parce que plus ou moins vous pensez comme moi. Nous sommes dans un monde où personne ne plus pense comme les autres. Et donc trouver quelques personnes qui pensent comme soi, c'est vraiment confortable. Qui pensent comme nous. Je pense et comme qui vous. le disent, parce qu'ils pensent tous à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'ils ne pensent rien, ou n'importe quoi, ça on a parlé, mais effectivement, ici, depuis de nombreuses années, nous sommes toujours sur la même ligne. Ouais. Alors, Dominique a évoqué le commencement de cette affaire ukrainienne. Mais avant l'Ukraine, on avait démarré un cycle de conférences sur le chaos, la théorie du chaos. Et d'année en année, de mois en mois, ça se confirme que le monde est géré par la théorie du chaos. La confirmation parfaite, lorsqu'on vire le président de Sri Lanka, Oui. et lorsqu'on vire le président pakistanais, parce qu'on veut les amener à accepter la stratégie de l'OTAN. L'OTAN, elle perd ses moyens. Les États-Unis est géré par un homme de paille. L'Europe est gérée par des hommes apolitiques, des aventuriers incapables. Heureusement que l'un d'entre eux vient d'être viré. Monsieur Johnson, qui était le va-t-en en guerre, qui voulait vraiment une guerre atomique. Il y a 10 jours, j'ai écrit à mes amis britanniques, j'ai dit, j'espère que vous allez le virer celui-là. 10 jours après, ils l'ont viré. Et j'en suis content. Ce monde qui est géré par Joe Biden, il est incapable de lire son discours. Il est gâteux, complètement gâteux. Il était obligé d'employer 3 vieilles dames, avec tous mes respects, pour lui rédiger ses papiers, pour lui indiquer où il doit se mettre, comment il faut saluer la foule, et il veut gérer le monde. Il tient beaucoup à gérer l'affaire du monde. Le monde est plus complexe, beaucoup plus complexe pour lui. Comme il est beaucoup plus complexe pour Johnson, comme il est beaucoup plus complexe pour Emmanuel Macron. Le monde a hérité d'une bande d'incapables et qui prétendent vouloir gérer le monde. Et donc, la seule chose qu'ils ont à leur disposition, c'est la théorie du chaos. On sème le chaos, on met les gens contre les autres, on fait une révolution de rue et on met le feu au palais présidentiel pour les faire fuir. Elle vient d'évincer deux présidents toujours sur le fond de la guerre d'Ukraine. Le président pakistanais, il a dit, moi je ne peux pas appliquer les sanctions contre la Russie. Mon pays, on n'a pas d'énergie, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz. Je ne vais pas appliquer les sanctions. On lui a fomenté une révolution, on l'a viré. Le Sri Lankais, le pauvre, il a dit la même chose, on l'a viré. On nous a dit que le président russe, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit de Poutine? On a dit... On a tout dit. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On a dit c'est un type qui monte à cheval, torse nu. Elle veut nous impressionner. Oui. Et Johnson... C'est les dernières déclarations de Johnson, d'ailleurs. Non, c'était le Canadien. On va se mettre torse nu. Il faut qu'on montre qu'on est plus fort que lui, on va montrer nos pectoraux.
qu'on est aussi viril que lui. Oui, voilà. Ah bon. Et bande d'hommes virils, comment voulez-vous mener le monde dans l'état où il est? Ils ont dit, dans leur théorie de chaos, comme on a fait avec Kadhafi, avec Saddam Hussein, les uns les autres, on va leur imposer des sanctions économiques aux Russes et on va leur déclencher une guérilla à la frontière, on va les affamer, on va les mettre à genoux et après on va rentrer triomphalement pour diviser la Russie. Lors de première séance qu'on a fait sur l'Ukraine, j'ai dit, ils sont tombés cette fois-ci sur quelqu'un de plus difficile pour eux. Et ils ont mal tombé. Ils ont tombé sur la Russie. Et heureusement pour nous. Heureusement pour nous, ce n'est pas parce qu'on est content qu'il y a des morts chez le peuple ukrainien, parce que le peuple ukrainien, il est comme nous, ils vont l'utiliser. Et c'est ce que Poutine a dit dans son dernier discours. Ils disent qu'ils vont nous mener la guerre jusqu'au dernier Ukrainien. C'est ce qu'ils ont l'intention de faire si Joe Biden n'est pas viré dans les 6 mois à venir. Parce que ceux qui mènent la guerre, à vrai dire, c'est les généraux du Pentagone. Le généraux de l'OTAN. L'OTAN a été créé et en ce moment-là, chaque État envoie ses généraux qui sont à la retraite pour aller profiter de cette structure qui leur assure une vie confortable, des salaires, des avantages, des voyages. Et ils ont tout intérêt que l'OTAN survive le plus longtemps possible. Et pour qu'ils puissent vivre le plus longtemps possible, il faut qu'il y ait des conflits. S'il n'y a pas de conflits, et même Macron, il y a quelques mois, il a dit l'OTAN, c'est un mort cérébral, il est en état de mort cérébrale, et on ne veut plus payer. Donc là, ils ont inventé la guerre d'Ukraine. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Ukraine? En fait, ils ont provoqué... Moi, je ne suis pas un sympathisant de Poutine, ni de la Russie. Mon pays est très lointain. J'ai vécu à Bagdad, puis je suis venu ici. Je n'en ai rien à voir. Mais j'ai vu ce qu'ils ont fait avec mon peuple lorsqu'ils ont fomenté un complot contre l'Irak. Je me suis dit, là, ils sont en train de faire la même chose avec la Russie. Je me suis intéressé à la guerre. Ils ont recruté tous les ambassades des pays de l'OTAN. Ils recrutent des mercenaires pour les envoyer en Ukraine pour mener la guerre. Il y a des bureaux dans les ambassades pour recruter. Et cette fois-ci, pour recruter des bons combattants, on a commencé à recruter par les néo-nazis. Et on les envoie en Ukraine pour provoquer et mener la guerre à la Russie. Et comme lors de mon première intervention, je me suis dit, cette fois-ci, ils ne s'en sortiront pas avec la Russie. 4 mois après, 20% du territoire d'Ukraine est occupé. Les villes ukrainiennes, elles tombent l'une après l'autre. Et à chaque victoire de l'armée russe, on a l'homme de paille et ces journalistes qui disent c'est fini, la Russie, elle est en train de perdre. L'armée russe est en débandade. Ce discours-là, il est arrivé au bout, là. Maintenant, ils arrêtent de le lire. Ça. Maintenant, il se calme. Oui. Maintenant, il se calme. C'est qu'au bout de 4 mois, moi j'ai commencé à bavarder suite à l'agression que j'ai eue par le chauffeur de taxi. Ah oui. En oubliant de présenter mes collègues qui sont autour de la table. Bien sûr, vous connaissez Bruno, avec qui on fait ça contre l'ordre mondial depuis longtemps. Oui, c'est vrai. On s'est associé depuis la guerre d'Irak. Oui. Et Majid, c'est un collègue qui est d'origine syro-libanais, donc il connaît très bien les problèmes. Peut-être ça va commencer chez lui avant que ça commence en Europe. Depuis belle lurette, t'inquiète. Et puis Célestin, lui,
la guerre, ça se déroule chez lui. En plus, Bruno, il est d'origine polonaise. J'avoue, Bruno, j'ai envie que tu parles de cette Pologne qui était à l'origine de la Deuxième Guerre mondiale et qui veut à tout prix avoir des fusées nucléaires. J'ai regardé ce pays, tu me permets, j'ai regardé que ce pays était rayé de la carte de géopolitique depuis Napoléon. Oui. Pendant 123 ans, la Pologne n'existait pas. Et c'est le président américain qui l'a imposé aux Européens de faire de la Pologne un État. C'est à cette condition qu'il venait à l'aide de l'Europe. C'est un État créé par les Américains. Et donc, les Polonais, ils sont très animés à plaire à leur créateur. Oui, allez un peu. Voilà. Peut-être il nous parlera un petit peu de la Pologne. Et puis les pays d'à côté. Notre ami Célestin, elle les connaît. Elle nous dira quelque chose. Majid, il nous parlera du risque de l'incursion de Erdogan au Syrie, au Liban, ou de la possibilité qu'Israël occupe le Liban, la Syrie prochainement. D'accord. Alors. Donc, après cette image magistrale, disons, que nous a présenté Sylvie, quelques éléments concrets, quand même, sur l'actualité en Ukraine, que peut-être ne savent pas les auditeurs français, c'est qu'en fait, ça complète l'image donnée tout à l'heure. Il faut savoir que voilà, il était question que les généraux de l'OTAN étaient prêts à faire la guerre jusqu'au dernier Ukrainien. Enfin, de toute façon, ça fait longtemps qu'on utilise cette formule. Mais concrètement, savez-vous qu'en Ukraine, pendant que Poutine dit qu'ils n'ont encore rien fait, c'est-à-dire qu'objectivement, les ressources, y compris militaires et humaines et matérielles en Russie, sont très peu mobilisées pour l'instant, comparé à ce qu'il y a. On estime à peu près un quart à un cinquième oui, voilà, des choses activement, immédiatement disponibles, sans parler des mobilisations possibles. Alors qu'en Ukraine, il y a la mobilisation de la population. Un million de personnes. Voilà, là ils ont dit 1 million. Mais en fait, c'est hommes et femmes. C'est les personnes à l'âge de la pré-retraite compris. Les jeunes, enfin voilà, s'ils pouvaient mobiliser les bébés, ils allaient mobiliser les bébés peut-être. Et ceci, enfin, à contre... la population, elle résiste. C'est-à-dire, il y a eu plusieurs vagues de mobilisation et rémobilisation. À chaque fois, il y a une riposte, tout spécialement dans l'Ukraine de l'Ouest, qui est le fief, néo-nazi. Oui, mais surtout de l'ukrainité, pour ainsi dire. Voilà, c'est là qu'elle... Du nationalisme, on va dire. Du nationalisme, on va dire. Donc, comme ça. Enfin, c'est-à-dire, éventuellement, on va dire, le fief de l'idéologie au nom de laquelle se fait tout. Et c'est là que, à chaque fois, il y a des protestations, parce que les nanas ne veulent pas envoyer leur Jules se faire tuer. Donc, en gros, c'est ça. En général, enfin, ça prend cette forme-là. Il y a des femmes qui vont au commissariat hurler, protester, etc., assez émotionnellement. Et donc, à chaque fois, il y a une sorte ça éteint le feu. Donc la mobilisation, pendant quelques jours, il n'en parle plus. Puis il recommence dans une autre région, avec d'autres options. Enfin, après, il court après il y a des images qui circulent, comment on poursuit les gars à la gare, à la plage, enfin, je ne sais pas où, partout, avec les convocations. Donc, qu'est-ce qui se trame derrière cela? Mais enfin, tout le monde sait qu'ils ne vont pas pouvoir gagner la guerre. Eux-mêmes, ils le savent.
C'est-à-dire, c'est une chose qu'ils ne le disent pas, mais enfin bon, sont-ils, soit ils sont mais totalement idiots, mais ça m'étonnerait qu'ils soient aussi idiots que ça. Pour une simple raison que la Russie ne peut pas se permettre de perdre quoi que ce soit dans cette guerre. Il y a des éléments, bien sûr, en Russie. À l'intérieur, il y a des néolibéraux, enfin de toutes sortes de publics, dans le pouvoir y compris, qui mettent les bâtons dans les roues du système actuellement, qui freinent la mobilisation de la société, qui diluent la cause, qui font que oui, ça va aller. Une mobilisation politique, idéologique, mais il n'est pas question de mobilisation générale. Non, c'est pas cette mobilisation, c'est l'esprit de la mobilisation, bien sûr. On dit par exemple qu'il y a environ 200 000 hommes mobilisés, c'est sur les soldats d'active, parce qu'il y a tout simplement à peu près 1 million d'hommes dans l'état actuel de l'armée, de métier. Et russe. Donc il n'y a normalement pas de conscrits au front. Dans cet état de choses, la Russie néanmoins a de ressources suffisantes pour y mettre plus et plus si nécessaire. Mais il paraît qu'ils font la guerre très proprement et très professionnellement, face à un ennemi plus nombreux en fait, et assez bien armé. Ça poursuit toujours l'avancée. Ceux qui connaissent un petit peu les réalités militaires savent que pour être à l'attaque, il faut être en supériorité. Je coupe juste une seconde. Je mettrai le lien au besoin. Je regardais pas plus tard que ce matin un officier de l'OTAN, autrichien, qui explique qu'il essaye de présenter les choses de la manière la plus neutre possible, mais qui précise à la fin quand même qu'il a certains des gens, comme il fait partie de l'OTAN, il y a des gens qu'il a formés qui viennent de se faire tuer à Lysychansk et ailleurs, des officiers qu'il a formés, et qui fait en 20 minutes une analyse aussi neutre et professionnelle que possible. Et je vous conseille de la regarder. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas très optimiste pour ce qui concerne l'OTAN et l'armée ukrainienne. Et sa conclusion, c'est que quand on regarde à partir des éléments professionnels et factuels, y compris le rapport de force numérique, en tenant compte de tout ce que tu viens de dire, en dépit du fait que l'armée russe mobilise une toute petite partie de son contingent, elle le fait avec discernement, et actuellement elle est en train d'augmenter, du fait des énormes pertes ukrainiennes à tout point de vue, la disproportion entre la partie russe qui est à l'offensive. On a rappelé qu'une des caractéristiques militaires pour les amateurs de stratégie militaire, c'est que les Russes ont lancé une offensive en étant en infériorité numérique par rapport à c'est ce que je disais. Et sur les éléments ponctuels, en particulier dans le Donbass, cette infériorité est en train de s'inverser. C'est-à-dire que d'après les analyses que font les experts de l'OTAN, y compris impliqués sur place, ils sont d'autant plus pessimistes et ils prévoient un renforcement de l'offensive russe, tout simplement parce qu'ils analysent que toute chose restant égale par ailleurs, du fait de l'effondrement, y compris en effectif de l'armée ukrainienne opérationnelle, il y aura bientôt plus du double de Russes par rapport à l'armée régulière ukrainienne. Donc c'est dans ce contexte que les mobilisations successives s'enchaînent. Alors tout cela pour dire que, voilà, là ils ont dit qu'1 million de personnes sont sous les drapeaux. Alors 1 million de personnes, dans le pays on ne sait pas combien il y a en tout, parce qu'ils sont éparpillés, ils sont partis. Enfin, qu'est-ce qui reste en Ukraine en population réelle? Il n'y a que des estimations. Les estimations varient, suivez, de 20 millions à 40 millions environ. Donc du simple au double. Enfin, on ne sait pas ce qu'il en est entre les deux. Enfin, probablement il y a 35 millions. Selon certains, voilà, un truc comme ça. Bon, on ne sait pas. Cela veut dire qu'1 million sous les drapeaux, enfin, c'est immense. Ça fait 1% extrêmement important de la population. Bientôt, si ça continue comme ça, et enfin, jusqu'où va suivre la population. Enfin, déjà, le fait que la population ukrainienne, je dis bien, donc c'est beaucoup de personnes, initialement, si c'est pas russophile, en tout cas c'est neutre, qui ont accepté de tirer sur les Russes. C'est le fait, c'est ainsi. Alors,
qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir la quasi-totalité de la population qui est passée par les tranchées, c'est-à-dire les hommes, la quasi-totalité des hommes restants et leurs familles, leur famille étant avec eux. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner une surnazification de la population restante. Inévitablement, parce que ceux qui sont passés par le sang, ils ne vont pas se faire tuer tous. Je veux dire, il y aura des millions de restants. Alors, cela, si jamais il y a une frontière nouvelle tracée, peu importe, ça passe par Kiev, ça passe par Dniepr, il y en aura une de fait. Il y en aura une, qui coupe l'Ukraine en deux, vous aurez le reste de l'Ukraine qui sera encore plus nazi qu'avant, qui va continuer. Parce que, sachant que vous devez savoir que, tout le monde doit savoir que il n'y a pas de différence, ni physique, ni, discernable en tout cas, entre un Russe et un Ukrainien. Un Ukrainien sur un territoire russe, c'est un Russe. Donc, bonjour à toutes les actes. Sauf la langue. Mais la langue aussi, il parle, en 3 secondes, à moins qu'il ne soit vraiment un éleveur de cochons de la fin de je ne sais où, ils parlent tous russe suffisamment bien pour se faire passer toujours pour les Russes, pro-russes et tout ce que vous voulez. Donc, les actes terroristes, etc. Donc, il en résulte, parce que c'est tout le temps ce qui s'est passé sur le territoire de Donetsk, de Lugansk et par là. Ils étaient des groupes de diversion, ils étaient tout le temps envoyés, ils se confondaient avec dans la population, puis il explosait quelque chose, etc. Si ça prend une ampleur, parce que la Russie maintenant se projette dans l'après-guerre. Nous, on parlait maintenant de ce qui se passe maintenant, actuellement. Une résistance nazie. Voilà. C'est-à-dire, soit il y aura une résistance nazie, en tout cas, il y aura un territoire restant en Russie, en Ukraine, le reste de l'Ukraine, l'Ouest peut-être, qui sera encore plus enflammé dans leur délire haineux. D'autant plus qu'ils y seront encouragés. Ah bien sûr, bien sûr, ils seront fortement encouragés. Alors, dans le scénario extrême où la Russie, si la Russie faisait disparaître de la carte l'Ukraine entière, ils ne vont pas mettre la main sur l'Ouest, très probablement, parce qu'aucun intérêt. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Soit peut-être ils vont la déléguer de se démerder aux Polonais. Les questions, c'est ça. Voilà. On va peut-être en profiter pour passer la parole à Bruno. Il y a Bruno qui va en parler. Question. D'ailleurs, il y a toutes les embrassades de Zelensky et autres. Je termine là-dessus. Alors, on peut s'entendre. Même dans ce cas-là, vous aurez 20 millions de haineux et je ne sais pas si vraiment ils vont se retourner contre les Polonais. Je pense que ça sera toujours russophobe. Et donc les Polonais vont s'arranger pour en faire encore une belle arme anti-russe. Dans l'esprit de faiseurs de la guerre, des généraux de l'OTAN, autres qui dirigent tout ça, ça ne s'arrête pas à la perte de l'Ukraine. Donc ça va continuer. Des élites démocratiques voilà, de notre appareil, qui va courageusement défendre nos valeurs face à la barbarie orientale. Mais alors, il y a une chose que je voulais ajouter à cela, c'est que tout cela dans le scénario potentiel où l'Occident reste ce qu'il est. Sauf que non seulement qu'il est en train de s'effondrer purement économiquement, ce qu'on a dit, mais c'est que pour les territoires concernés, c'est-à-dire Russie, l'Europe de l'Est, etc., même le Moyen-Orient, l'Occident a perdu déjà, perd et va totalement perdre toute attractivité. Voilà, ça c'est une donnée fondamentale parce que la guerre froide a été gagnée à coup de l'attractivité. Fausse, si vous voulez, ou vraie, si vous voulez, peu importe. L'attractivité de la société de consommation. De la société de consommation, de la société de l'abondance, de la société de liberté, oui, voilà, telle qu'elle a été réellement conçue à l'époque, etc. Alors aujourd'hui, plus de liberté, tout le monde le voit, ridicule total, plus d'abondance, plus de consommation suffisante. Sur les réseaux sociaux russes... Plus de paix. Plus de paix. Parce que l'Europe, c'était la paix.
soi-disant. Bien sûr. Donc, pour ceux qui ne savent pas, allez chercher sur le chaîne Telegram russe, vous allez voir plein d'images. Quartier de Stalingrad à Paris, voilà, une petite vue. Alors ça, c'est Paris, hein, d'accord? Donc la voix off qui parle, où vous avez les matelas, les machins de pourriture partout, toutes sortes de saletés. Puis il y a ça, je ne sais plus quelle ville, enfin à Chicago, un quartier de je sais pas quoi, dans la côte ouest des États-Unis, Los Angeles, je sais plus où, enfin invraisemblable, la Russie, au pire de ces années, je ne sais, peut-être dans les années 20, elle a vu pareil, quoi. Enfin, un truc innommable. Même sous Yeltsin, il n'y avait pas ça. Enfin, je veux dire, en masse, autant de monde couché dans la rue et tout. Enfin, bon, c'est du jamais. Mais il y a quand même, nous avons toujours nos valeurs. Oui, mais c'est pour nous. Tu oublies ça. C'est pour notre usage interne, ça. Parce que là, ce poisson n'est plus du tout, n'a plus du tout la cote. Parce que là, en Russie et même, je suppose qu'en Ukraine progressivement aussi, ils vont voir que c'est les valeurs de quoi? À part, je suis désolé, mais à part LGBT, il n'y a plus rien. Hein. Enfin, c'est-à-dire qu'ils en ont une idée déjà. Mais quoi? De fait, matériellement, c'est quoi? On va passer la parole, puisqu'on a beaucoup. Ce serait intéressant de savoir ce que Bruno peut nous dire à propos de la Pologne, mais pour faire la transition, souvenons-nous que, par exemple, pour régler le problème des Yougoslaves au Kosovo, on leur envoyait Kouchner. Hein? Donc là, on a l'embarras du choix dans notre classe politique à leur envoyer nos élites en Ukraine, entre BHL, Mélenchon et quelques autres. Là, ils ont de quoi faire. Sauf que mon propos, c'était qu'il sera beaucoup plus difficile de se laisser. Oui, mais c'est un peu ce que je veux dire. Ils ont compris ce que ça donnait, par exemple, avec Kouchner au Kosovo. Voilà. Donc, Bruno, oui. Alors, la Pologne étant un petit peu plus grande que le Kosovo, on est bien obligé d'en parler. Qu'est-ce que vous en voulez? Pardon. Vous voulez la guerre, vraiment? Non, les Polonais, la majorité des Polonais est très sceptique. Hein. On a un taux d'abstention en France de 53%. En Pologne, depuis 89, il n'y a jamais eu plus de 50% de la population qui a jamais voté. Hein. Donc la très grande majorité des Polonais ne votent pas. Parce que la classe politique polonaise est totalement déconsidérée, sauf que les gens, on a réussi à leur faire croire qu'il n'y avait pas d'autre possibilité, qu'il n'y avait rien à faire. Bon. Donc peut-être quand même pour expliquer pourquoi la Pologne occupe cette place, alors il faut revenir quand même un peu en arrière, c'est-à-dire que bien sûr que la Pologne est un pays qui a une histoire, mais la façon dont elle a été créée s'est basée sur une situation qui est un peu artificielle. Alors, je dis artificielle par rapport au développement des sociétés industrialisées, des sociétés développées. Donc traditionnellement, la Pologne était sous le gouvernement de la noblesse, et de fait, la noblesse polonaise continue à gouverner jusqu'en 1939, même si ça se voit moins évidemment dans l'entre-deux-guerres qu'au XVIIIe siècle. Mais globalement, la classe qui domine en Pologne est évidemment la noblesse, qui est évidemment quelque chose de totalement archaïque. Mais au XIXe siècle, on voit apparaître, alors c'est pas spécifique à la Pologne, c'est toute l'Europe de l'Est, on voit apparaître ce qu'on appelle l'intelligentsia. Alors l'intelligentsia, c'est pas tout à fait la même chose que les intellectuels dans les pays occidentaux. C'est en fait le produit d'une situation anormale par rapport au développement du capitalisme. C'est-à-dire que la seule promotion sociale possible dans des pays qui étaient peu industrialisés, dont la Pologne, c'est une promotion vers les professions intellectuelles. Parce qu'il n'y a pas assez de développement industriel, donc toutes les professions liées à l'industrie sont sous-représentées. Et d'ailleurs, les fonctions dans l'industrie sont occupées soit par une bourgeoisie allemande, soit par une bourgeoisie juive. Donc il n'y a pas de place pour une nouvelle bourgeoisie et de nouveaux cadres industrielle ou pas assez de place. Et donc on a cette intelligentsia qui se développe, mais qui est une couche hybride, parce que fondamentalement elle est en partie issue de la petite noblesse qui ne trouve pas d'autres débouchés que les fonctions intellectuelles et qui se positionne en porte-parole en quelque sorte de la nation et donc de l'État à créer.
Et cette situation explique pourquoi c'est une couche sociale qui, disons, est marquée par un très fort romantisme et un manque de lien avec la réalité. Et là, vous voyez où je veux en venir à l'heure actuelle. Et donc, en Pologne, on a grosso modo, tout au long du 19e siècle, mais ça dure jusqu'à aujourd'hui, le partage du pays entre ce qu'on pourrait appeler les réalistes et les romantiques. Les réalistes qui regardent la carte, qui font de la géopolitique, et les romantiques qui se veulent les porte-paroles d'une idée. Qui évidemment a souvent peu à voir avec la réalité objective des rapports de force sur le terrain, des rapports géopolitiques, des rapports de classe, etc., etc. Et donc l'État polonais, au sortir de la Première Guerre mondiale, se crée dans la foulée d'une vision extrêmement romantique, puisque, grosso modo, les élites polonaises, donc cette intelligentsia, qui s'appuie encore sur la noblesse restante, s'imaginent qu'on va pouvoir recréer la Pologne au moins de 1772, sinon celle du XVIe siècle, c'est-à-dire englobant l'Ukraine, la totalité de l'Ukraine, pourquoi pas, la Biélorussie, la Lituanie, et donc on va créer une espèce de grande Pologne telle qu'on l'a rêvé pendant 123 ans, sans se rendre compte évidemment qu'entre-temps, une grande partie des populations concernées ne se sentent pas du tout ou plus du tout polonaises. Enfin, les Ukrainiens, les Biélorussiens, les Lituaniens n'ont rien à foutre de la Pologne en 1918. Je veux dire, c'est pas leur rêve. Et donc, évidemment, dans ce contexte-là, le réveil a été un peu difficile. C'est-à-dire que, grosso modo, la Pologne a réussi, enfin, les dirigeants polonais, à reconstituer une partie de l'ancienne Pologne en empiétant sur ce qui est aujourd'hui l'Ukraine et la Biélorussie et un peu la Lituanie. Mais évidemment, quand même, ils se sont cassés les dents, puisque quand l'armée polonaise a cherché à occuper Kiev, en l'espace de quelques jours, on a eu la contre-attaque de l'armée rouge qui a... Tu peux peut-être préciser les dates. Alors ça, c'est 1920. C'est en juin, en mai-juin 1920. C'est la guerre polono-soviétique, polono-bolchevique, polono-russe, donc contre la Russie rouge. Et donc finalement, ça se termine par une espèce de compromis. La Russie soviétique, qui va créer l'URSS, récupère à peu près la moitié de la Biélorussie et 3/4 de l'Ukraine, et la Pologne récupère à peu près la moitié de la Biélorussie et un petit quart de ce qui est l'Ukraine. Et donc ça tient évidemment, si je peux dire, une vingtaine d'années à peine, parce que les dirigeants polonais n'ont en fait pas compris. Leur grande erreur... Il faut peut-être préciser que au moment où va se déclencher, ou peu de temps avant la Deuxième Guerre mondiale, les rapports entre Piłsudski et Hitler, par exemple, sont excellents. Oui, alors justement, mais qui dirige la Pologne. Oui, enfin, lui meurt en 35, mais oui, enfin, c'est successeur. Mais enfin, ils sont pas si excellents que ça, mais globalement, pour résumer les choses, oui et non, parce que les dirigeants polonais, les élites polonaises sont persuadées en 1921 qu'elles ont gagné la guerre contre la Russie. Alors que si on regarde vraiment sur le terrain les choses, ça s'est terminé par une paix de compromis parce que la Russie était essoufflée après la guerre civile, etc. Mais c'est pas une victoire polonaise. Mais le sentiment d'avoir été victorieux a été évidemment extrêmement dangereux. Ça a entretenu cette espèce de romantisme que la Pologne est une grande puissance. Une grande puissance au point où la Pologne va par exemple demander à la France de lui céder Madagascar, puisque la Pologne est une grande puissance, elle doit avoir des colonies. Bon. Oui, bah voilà. Donc, non, mais ça montre l'irréalisme complet de ces dirigeants qui sont hors sol. Bon. Et donc, comme ils sont une grande puissance, ils peuvent tenir la dragée haute et à la Russie bolchevique et à l'Allemagne. Et donc, effectivement, on peut s'entendre avec Hitler, mais entre deux puissances, sans percevoir que quand même il y a un degré d'inégalité entre la puissance de Berlin avant 1933, mais a fortiori après 1933, et la puissance de Varsovie, qui est loin d'être une puissance. Et donc là, on voit ce romantisme. Alors, ce romantisme, je vais très vite, se casse la gueule évidemment pendant la Seconde Guerre mondiale.
puisque la Pologne... alors, en 2 temps, il se casse la gueule en 39 parce que la campagne de Pologne dure 5 semaines, et au bout de 5 semaines, l'armée polonaise cesse d'exister. Il faut peut-être qu'on rappelle, surtout pour les jeunes générations, pour qui tout ça, mais même pour les moins jeunes, que à l'époque, les Russes proposent de venir protéger les Polonais, évidemment. Ah oui, mais il n'en est pas question, puisque... contre Hitler, contre la menace. Oui, mais il n'en est pas question, puisque pour la Pologne, l'Union soviétique, la Russie globalement, et l'Union soviétique sont des élites, enfin pour la Pologne, pour ces élites romantiques polonaises, intelligentsia, etc. Enfin, je simplifie, mais grosso modo, il n'en est pas question. Donc ça se casse la gueule en 39, et ça se casse la gueule en 44. Puisqu'en 1944, ces mêmes élites lancent l'insurrection de Varsovie avec l'idée qu'ils vont pouvoir prendre le contrôle de Varsovie tout seuls et tenir la dragée haute à l'armée rouge qui arrive. Moyennant quoi l'armée rouge n'aide pas trop les Polonais, mais on se demande pourquoi elle les aiderait, puisque la Pologne fait toujours la guerre à la Russie. Voilà, et donc cette vision romantique se casse la gueule, puisque l'insurrection de Varsovie se termine dans la défaite totale, ce qui était évidemment prévisible. Les Allemands reprennent le contrôle de Varsovie. La défaite totale contre les Allemands. Ils combattent oui, mais alors ils combattaient contre les Allemands, mais en pensant qu'ils allaient prendre la ville et puis accueillir les Russes en vainqueurs. Voilà. Et bien sûr qu'ils ne sont pas capables. Et pendant ce temps-là, on a, si je peux dire, les réalistes. D'ailleurs, au passage, vont éviter la catastrophe totale et la destruction de Varsovie, malgré tout. Varsovie va être détruite, mais par contre, ils vont éviter la destruction de Cracovie. Oui, de Cracovie. Et donc, alors bon, ça c'est le camp, disons, romantique. Alors, il a toujours existé en Pologne un camp plus réaliste, qui analyse les choses de façon très objective, c'est-à-dire c'est le camp qui au XIXe siècle s'opposait par exemple aux insurrections nationales en disant que ça sert à rien de faire des insurrections nationales quand on n'a pas la force et les rapports de force sont pas en faveur. C'est les mêmes qui, alors c'est plutôt jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'est plutôt la droite nationale qui tient un discours réaliste, un discours géopolitique, un discours que de toute façon il faut falloir s'entendre avec la Russie. Et c'est assez paradoxal puisque la droite nationaliste anticommuniste polonaise, Dmowski, considère qu'il faut s'allier à la Russie, fût-elle rouge, alors qu'il est radicalement anticommuniste. Mais malgré tout, il faut s'allier à la Russie contre le danger allemand, puisqu'il est avant tout germanophobe. Donc ça, c'est la vision de la droite polonaise qui dure jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on opère un basculement au cours de la Seconde Guerre mondiale. Cette vision géopolitique est reprise par les communistes, c'est-à-dire qu'elle passe à gauche. Et c'est à peu près la même vision géopolitique qui explique évidemment que les communistes disent, à partir de la Seconde Guerre mondiale, il faut renoncer au territoire de l'Est, c'est-à-dire tout ce qui est à l'est du Boug, c'est pas polonais et on laisse tomber. C'est les terres qui ont été conquises par la noblesse polonaise, mais la noblesse polonaise, on n'en a rien à foutre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les ouvriers et les paysans. Donc, on doit perdre les territoires de l'Est. En revanche, le peuple polonais a perdu au cours du dernier millénaire des territoires où il était majoritaire au profit des Allemands, et donc il faut les récupérer. Et donc ça, c'était la vision que soutenait la droite polonaise et qui devient la vision que soutiennent les communistes à partir de 42-43, dans la perspective évidemment d'une vision pro-soviétique, communiste, etc. Et donc la Pologne populaire fonctionne sur ça. C'est-à-dire que toute la Pologne populaire a bâti sa légitimité sur l'alliance avec l'Union soviétique, c'est la raison d'État. C'est bien sûr le socialisme, mais c'est avant tout la raison d'État. La noblesse polonaise et l'intelligentsia n'a mené la Pologne qu'aux catastrophes. Il faut tenir compte de la géopolitique, il faut tenir compte de la réalité. Comme disait Gomułka, qui est le secrétaire du parti dans les années 60, lorsqu'il s'est trouvé devant une réunion d'intellectuels, donc de gens de l'intelligentsia polonaise qui commençaient à lui dire « Oui, mais la Pologne, elle est peut-être trop dépendante de l'URSS, il faudrait être plus autonome, etc. » Et lui, il leur répond « Écoutez, messieurs, il faudrait quand même que vous sachiez que la Pologne n'est pas en Australie. » Ce n'est pas... Elle n'est pas en Australie.
Bon, ça veut dire regarder la carte et tenez compte des réalités. Bon. Et cette vision commence évidemment à se casser la gueule malgré tout avec la montée de Solidarność qui commence à retravailler l'intelligentsia polonaise dans le sens, oui, bon, enfin, les frontières issues de la Seconde Guerre mondiale ne sont plus menacées, la Pologne n'a plus à craindre l'Allemagne, en revanche, l'Union soviétique est votre dominateur et votre colonisateur, etc., etc. Et donc cette vision, évidemment, prend le pouvoir en 89, grosso modo, et c'est toutes ces et en fait c'est le résultat de cette intelligentsia qui en fait est une couche sociale qui était déjà quelque part anormale par rapport au développement industriel du capitalisme au XIXe siècle, qui devient encore plus anormale au début du XXe siècle et qui, en quelque sorte et paradoxalement, a été entretenue pendant la période de la Pologne populaire parce que c'est une couche intellectuelle, qu'on a besoin des intellectuels, qu'on va se servir d'eux pour augmenter le niveau culturel et scientifique de la nation, etc. Donc les communistes ont beaucoup flatté l'intelligentsia, mais ils se sont pas rendus compte en fait qu'en flattant l'intelligentsia, ils nourrissaient en quelque sorte cette couche qui n'avait pas perdu les rêves de la Pologne nobiliaire, puissance 2-0, etc., etc. Et donc, après 89, la Pologne se retrouve avec cette élite qui est dans le délire que la Pologne peut redevenir le point d'ancrage de la nouvelle... Qu'est-ce que ça donne là maintenant? Alors l'objectif, c'est l'entre-trois-mers. Alors avant la guerre, Piłsudski avait développé la thèse de l'intermarium ou de l'entre-deux-mers, c'est-à-dire l'idée que la Pologne pouvait être le noyau fondateur d'une espèce de confédération où la Pologne serait le centre, avec l'Ukraine, avec la Biélorussie, avec d'autres pays d'Europe centrale et orientale. Alors évidemment, cette vision n'a pas beaucoup plu aux premiers concernés. Hein. Finalement, personne, hormis les Polonais, et certains Polonais, n'en voulaient. Alors les Américains ont remis ça sur le tapis, mais en changeant ça cosmétiquement, ils appellent ça aujourd'hui l'entre-trois-mers. C'est-à-dire entre la mer Baltique, la mer Noire et la mer Adriatique. Avec la Pologne comme centre. Et l'actuel gouvernement polonais avant même la guerre actuelle en Ukraine, s'est beaucoup servi de la Croatie pour ça. C'est-à-dire les dirigeants de la Croatie ont été utilisés parce que si les Polonais arrivent directement, ils risquent d'être pas forcément bien vu, parce qu'on accuse souvent les Polonais d'impérialisme. Enfin, le président ou la présidente, puisque c'était plutôt une présidente ou une première ministre, je ne sais plus, croate, elle a joué le rôle du pare-choc polonais pour essayer d'aller vendre cette thèse de l'entre-trois-mers aux différents dirigeants de l'Europe centrale et orientale. Et alors, quand la guerre en Ukraine éclate, divine surprise pour les dirigeants polonais, je parle des dirigeants actuels, c'est l'occasion d'essayer de récupérer l'Ukraine. Alors, on parle évidemment de fraternité, de confédération, de tout cela. Et pour y arriver, on a, en Pologne, parce qu'en Pologne, on a accueilli évidemment beaucoup de réfugiés. On estime, oui, alors, au départ, bon, il y en a moins maintenant, parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont rentrés, mais peu importe, ça fait beaucoup de réfugiés. On leur a donné des choses qui ont provoqué des effets contraires. Hein, c'est-à-dire que les réfugiés ukrainiens ont reçu d'emblée tous les droits des Polonais à la sécurité sociale gratuite, alors que déjà le système de santé polonais est déjà saccagé depuis 89. Et donc les Ukrainiens ont reçu l'accès à la santé gratuite. Les Ukrainiens qui pourraient être déçus. Ne payent pas les transports. Hein, ils ne payent pas les transports. Ils recevaient des logements gratuits alors que les Polonais attendent les logements HLM, etc. Enfin bon, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a en Pologne une haine, dans la rue, une haine des Ukrainiens. Ce qui évidemment n'était pas très difficile à réveiller chez les Polonais, parce que les Polonais se rappellent des massacres des nationalistes ukrainiens. Alors si on n'en parle pas au niveau officiel, dans la rue, on se rappelle que les bandéristes, c'est pas des enfants de cœur. Hein. On sait très bien en Pologne que les bandéristes sont pires que les SS. Hein. Qu'en est-il en cas d'effondrement de l'Ukraine?
de la partie occidentale. Alors justement, la question, je subodore, mais j'ai évidemment pas la preuve, je subodore que les dirigeants polonais actuels, qui sont des purs romantiques qui vivent dans leur monde, et je pense que les Américains les aident à jouer ce romantisme-là, je subodore qu'ils s'imaginent qu'ils vont pouvoir prendre... Voilà, je subodore qu'ils sont persuadés que la Pologne peut récupérer l'ouest de l'Ukraine, au moins l'ouest de l'Ukraine, et en faire un protectorat polonais. Mais ils ont peut-être des raisons de plus en plus concrètes de penser ça, parce que oui, mais lumière de tout ce qu'on vient de dire. Oui, c'est vrai, mais l'économie... Qu'est-ce que va devenir l'Ukraine? D'accord, mais l'économie polonaise se casse la gueule. Oui, mais... l'économie polonaise se casse la gueule maintenant si elle doit en plus prendre le bout d'Ukraine occidentale qui est pauvre, parce que les Russes prennent l'Ukraine utile. Mais l'Ukraine inutile, c'est les Polacs qui vont l'avoir. Oui, mais attends. Oui, mais et nos valeurs? Tu oublies que d'accord, mais d'accord, mais c'est comme, mais pour beaucoup. Alors bon, pour les Polonais, c'est pas les valeurs. Pour les Polonais, c'est la grande Pologne, etc. Ça compte aussi. Oui, mais enfin, beaucoup de Polonais sont quand même. Il y a l'école réaliste en Pologne qui commence, qui est plus comptable. Jean-Paul II leur avait dit, n'ayez pas peur. Oui, d'accord, mais il y a ceux qui n'ont pas peur et puis il y a ceux qui comptent. Oui. Le rapport qualité-prix de l'Ukraine occidentale, il n'est pas très favorable. En plus, alors là-dessus, il y a Loukachenko qui vient foutre son grain de sel. Il vient de décréter que les Polonais peuvent se rendre en Biélorussie sans visa. Alors pourquoi, vous allez me dire, dans cette situation, il a fait ça? Oui. Eh ben, pour que les Polonais viennent en Biélorussie et constatent que les prix sont beaucoup plus bas qu'en Pologne, et que l'essence est beaucoup plus basse qu'en Pologne, et qu'ils commencent à se dire, peut-être que si on avait le régime Loukachenko, on serait mieux qu'avec le régime actuel. Attends, tu es en train de me dire que BHL aurait menti? Oui, je sais pas, enfin je pense que... Attention, hein. Oui, on a bien d'accord. Il a des avocats. Hein. Oui, je pense, de toute façon, je pense... Soubry, tu voulais dire? Je voulais évoquer un point avec toi, peut-être si tu ne peux pas le développer ici, ailleurs. Oui. Moi, je regardais le pourquoi cette hargne des Polonais contre la Russie. Je comptabilisais qu'il y a eu, en 1000 ans, 14 guerres polonaises contre les Russes. Oui, c'est vrai. Je comptabilisais le nombre d'années qu'ils ont passé de guerre contre la Russie, plus d'un demi-siècle de guerre avec les Russes. Et j'en ai déduit, peut-être je me trompe, que la Pologne, historiquement, est devenue, ou les dirigeants polonais, ils sont devenus disponibles à toute action anti-russe. Ça, tu as raison. Pour les dirigeants et la classe dirigeante et l'intelligentsia, une grande partie de l'intelligentsia, c'est tout à fait vrai. En revanche, les rapports polono-russes au cours de l'histoire, quand même, la plupart du temps, c'était des rapports relativement pacifiques. Quand je dis relativement pacifiques, ça veut dire que quand, par exemple, la Pologne était sous domination russe, ce qui était évidemment assez désagréable d'un point de vue linguistique, etc., il n'en reste pas moins que dans la vie quotidienne, les rapports des Polonais avec les Russes étaient tout à fait cordiaux. Au point où, je vous donnerai un exemple très concret, il existe à Varsovie une place au nom du maire de Varsovie de la fin du 19e siècle, qui est un Russe, qui a été nommé, parce qu'à l'époque, évidemment, les maires étaient nommés par le tsar, et qui a tellement aimé la ville de Varsovie, qu'il l'a développée, et que même en 1918, on a dit, on garde le nom de cette place, parce que c'est un Russe qui nous a beaucoup aidés. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'ose pas débaptiser cette place. Alors bon, c'est une anecdote, mais c'est la preuve. Je veux dire, le nombre de Polonais qui a émigré en Russie, ou le nombre de Russes qui a émigré en Pologne, et en général, quand il y a une immigration polonaise en Russie ou russe en Pologne, en l'espace de 3 mois, on devient, c'est slave. Hein. Ouais. Donc un Polonais qui s'établit à Moscou, il est russe au bout de 3 mois, parce qu'il parle le russe au bout de 3 mois, il devient russe. Et le contraire est tout aussi vrai. C'est-à-dire, si un Russe s'établit à Varsovie, en 3 mois, il est polonais. Hein. Mais alors, quid
Parce que Ça, on va c'est se vrai. recentrer sur quand même Oui. l'idée générale, c'est imaginer ce qui va se passer là maintenant. On imagine donc un statu quo incertain, sans armistice, sans paix officiellement actée, mais avec de facto une division du territoire ukrainien qui fait que qu'est-ce que va devenir le reste du territoire ukrainien. Oui, c'est vrai, mais quand on parle par exemple aux Polonais de la rue, j'ai ces confirmations de partout, les Polonais aujourd'hui ne discutent pas de la guerre en Ukraine. Les Polonais discutent de l'augmentation des prix. Oui. Bon, alors c'est ça qui touche. Mais alors, du point de vue... Et ils sont pas prêts à s'engager pour que Kharkov devienne polonaise. Hein. Est-ce que les Ukrainiens eux-mêmes seraient prêts à ce genre de choses? Certainement je pense pas, mais ça c'est autre. Mais alors bon, parmi les réfugiés ukrainiens en Pologne, on nous parle toujours évidemment des femmes et des enfants. Mais il y a quand même à peu près 800 000 hommes en âge d'être mobilisés qui ont fui l'Ukraine. Sur 3 millions, c'est quand même pas négligeable. Alors ils sont fui l'Ukraine parce qu'ils ont payé à la frontière ou ils ont un cousin qui est au ministère qui leur a donné le laissez-passer, etc. Enfin, peu importe. Mais ça veut dire qu'il y a une masse d'Ukrainiens. Est-ce qu'ils vont revenir en Ukraine? S'ils ont fui l'Ukraine. Sinon une paix, du moins. S'il y a la paix, c'est possible. Alors bon, oui, parce que c'est le feu au moins. Si on regarde la frontière polono-ukrainienne aujourd'hui, il y a des queues monstres d'auto que les Ukrainiens achètent en Pologne et ils rentrent chez eux. Et les Polonais ne sont pas contents parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans leur village parce que les voitures ukrainiennes qui rentrent en Ukraine, parce qu'on a supprimé les douanes entre la Pologne et l'Ukraine, donc les Ukrainiens qui ont des sous viennent en Pologne, achètent les voitures et rentrent dans un pays en guerre ou bombardé, etc. Bon, il y a aussi des canons français, des chars allemands, et donc, toutes sortes de choses non, qui parce qu'il circulent faut bien imaginer. Sans payer de douane. Oui, alors enfin, la guerre, elle est à l'est, mais le reste de l'Ukraine ne la voit pas, la guerre. Hein. Donc là, beaucoup d'Ukrainiens rentrent en Ukraine aujourd'hui, après avoir combiné différentes choses. Donc effectivement, acheter des voitures pour pas cher, relativement pas cher en Pologne, pour les rentrer en Ukraine. Donc on a... En fait, je pense que toute cette vision d'une Ukraine totalement mobilisée dans la guerre, elle est largement exagérée. Bien sûr, mais encore une fois, il s'agit d'imaginer qu'est-ce que va devenir l'Ukraine, du moins ce qu'il en restera. Je pense qu'il y aura un partage de l'Ukraine d'une façon ou d'une autre. Oui, mais dans la partie qui sera justement non russe, non je sais pas. Supposément autonome. Célestin disait qu'elle va être nazifiée. Moi, j'aurais tendance à dire le contraire. C'est-à-dire que j'aurais tendance à dire que les nazis en Ukraine ne sont pas des gens très courageux. C'est pas des Waffen-SS. C'est pas des fanatiques. Enfin, ils sont fanatiques, mais c'est pas. Oui, mais ils sont pas fanatiques. Enfin, Azov, ils ont finalement capitulé. Bon, ils sont pas. Ils étaient pas comme la Festung Breslau en 45. Hein. Ils sont pas morts jusqu'au bout. Führer Vaterland. Hein. Oui, mais enfin, Zelensky leur a dit, c'est bon. Leur Führer l'a dit, vous avez fait votre devoir. Oui, parce qu'ils allaient se capituler. Alors il fallait bien. Oui, non, mais souviens-toi, ils n'ont pas. Il y a une différence quand même. Ils n'ont pas capitulé. Ça a été présenté, souviens-toi, comme une retraite en bon ordre. Oui, c'est ça. Non, mais moi, je dis toujours quand même quelque chose. On peut, évidemment, les SS allemands, on peut aimer ou pas aimer, enfin, en général, on n'aime pas, mais enfin, c'était des gens qui étaient convaincus jusqu'au bout, et qui allaient jusqu'au bout, et qui étaient courageux, et qui allaient jusqu'au bout. Les nazis ukrainiens, c'était plutôt des gardiens de camp. Hein. C'est pas tout à fait la même chose. Et quand la division SS galicienne se bat à Brodé, elle se bat pas comme une division Waffen-SS qui se bat jusqu'au bout. Elle se bat et puis elle se fait ratiboiser, puis elle se replie vers l'intérieur. Ils iraient plutôt voir immigrer en Biélorussie ou n'importe où. Et je pense que s'il y a le vent de la défaite, je pense qu'ils sont prêts à changer leur veste. Parce que d'ailleurs c'est la faute des soviétiques, ça j'en veux beaucoup aux soviétiques pour ça, c'est-à-dire qu'en 1945 en dépit de tout ce qu'on nous dit sur le goulag, etc., je dis pas que ça n'a pas existé, mais moi j'ai envie de dire que quelquefois il n'y avait pas assez de monde dans le goulag. Alors peut-être que certaines personnes qui étaient dans le goulag ne devaient pas y être, mais certaines qui auraient dû y être n'y ont jamais été, et en particulier beaucoup d'Ukrainiens on a très vite amené
amnistier tous ces oupas et tout cela. Et donc ils ont été très soumis dans les années 60-70, on les voyait pas. Oui, et voilà, ils faisaient de l'entrisme, mais en même temps, ils n'avaient pas le courage de leurs opinions. Je veux dire, si on compare avec d'autres oppositions anti-soviétiques, ils n'avaient pas la force, ne serait-ce que la force qu'on rencontre dans les pays baltes, où là, l'antisoviétisme était affirmé. Les nationalistes ukrainiens sont des trouillards. Je dis, ce sont de très bons gardiens de camp, mais ce ne sont pas des SS qui sont prêts à se battre. Enfin, à quelques exceptions près. Et donc, et donc, c'est pour ça que les soviétiques, finalement, ne les ont pas réprimés. En revanche, ils ont passé le venin aux enfants et aux petits-enfants. Dans les familles. Le problème, c'est ça, oui, dans les cuisines d'Ukraine occidentale, on passait le venin. Et il a réémergé. C'est ça dont parlait. Voilà, c'est ça. Ça, c'est vrai. Mais si demain le rapport de force est en leur défaveur, ils vont de nouveau devenir des gentils comme des agneaux. C'est ça. Et puis on pourra penser qu'on peut les amnistier. Oui, mais je veux dire, l'action se passe là où elle se passe. C'est-à-dire que, à supposer que les Américains disparaissent de circulation, à supposer que il n'y a plus que la Russie et la Pologne qui restent dans le coin, oui, dans peut-être la plaie pourrait être soignée d'une façon ou d'une autre. Mais les Américains, oui. Mais s'il y a le noyau qui reste, le venin qui reste... Oui, mais est-ce que, moi, à mon avis, les pays occidentaux et l'OTAN n'ont plus les moyens de mener une vraie guerre. Mais les généraux... Enfin, moi, j'étais en train de dire que les généraux qui dirigent comprennent très bien qu'ils ont l'intérêt de passer plutôt par les tranchées le maximum de monde, quitte à en faire massacrer une grande partie. Parce que ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est ce qui se passe, oui. Voilà. Pour que le venin soit encore plus concentré au cas où. Oui, il pourra être concentré, mais on aura entre-temps une pacification, ne serait-ce qu'apparente. Mais surtout aussi l'issue de la bataille... l'issue de la bataille, l'armée russe gagne. Voilà. Je pense que je n'en vois pas une autre alternative à ça. Alors, on peut... Oui, on peut passer à la suite. Juste pour passer la transition avec la Syrie, quand je vois la façon... Pas seulement la Syrie. Non, mais pour la Syrie, justement, quand je vois la façon dont on envisage de faire de l'Ukraine une réserve de terroristes, enfin, ça s'appelle pas des terroristes, ça me fait penser à Idlib et toute cette espèce de Syrie. Des courageux combattants pour nos valeurs démocratiques occidentales. En Syrie, ça s'appelle islamiste, en Ukraine, ça s'appelle nationaliste, mais c'est fondamentalement, philosophiquement, c'est la même école. Voilà. Bon, je disais que c'était très édifiant d'écouter cette analyse de quelqu'un qui connaissent bien le terrain, la mentalité, l'histoire de cette région. Mais moi, je suis convaincu quand même, parce que ça a été travaillé, même du temps de l'Union soviétique, ça a été travaillé, l'Église a joué un rôle déterminant, que ce soit en Pologne ou en Ukraine. Oui, l'Église gréco-catholique. Ils ont joué. Et là, ce qui est plus intéressant encore, c'est qu'ils ont voulu casser l'Église orthodoxe. C'est-à-dire les Américains sont allés très loin. Ils ont même en partie réussi. En partie réussi, puisque maintenant, l'Ukraine, Kiev, c'était la mère de toutes les villes russes. Et c'était la mère de l'orthodoxie russe. Donc on a un schéma, là on se tend d'une perche, puisque tu vas nous donner le point de vue, l'avis du Moyen-Orient et du Maghreb, etc., sur ces événements qui sont quand même totalement mondialisés. Alors eux aussi, l'attractivité occidentale et de l'OTAN a beaucoup diminué. Subri a parlé tout à l'heure des Émirats, on pourrait parler de tout le monde. Exactement. D'ailleurs, c'était la grande surprise, c'est que quand il y a eu un vote à l'Assemblée générale de l'ONU, bien sûr, la majorité des pays, c'était contre la Russie, mais quand on voit la majorité de la population,
Bien sûr, quand vous avez Grenade avec 1 million ou 500 000 personnes qui votent avec les États-Unis systématiquement, et vous avez un pays comme l'Inde qui est là. Donc, on a 85% de l'humanité qui était avec la Russie. C'est vrai. Donc, il a refusé de se confronter, de condamner la Russie, voilà. De soutenir les sanctions. Exactement, parce que et puis c'était le coup de Poutine a été bien travaillé. Rappelons-nous, quelques jours avant le déclenchement de l'opération dans le Donbass, il y a eu une déclaration commune russo-chinoise de 5000 mots. C'est pas n'importe quoi, c'est-à-dire une feuille de route pour un nouvel ordre mondial. Et là, jusqu'à maintenant, ça n'a pas bougé. Oui, bien sûr. C'est avec toutes les pressions qu'on met sur... Ça s'est même renforcé. Renforcé, et même sur l'Inde, qui n'est pas... Vous voyez, parce que les Occidentaux ont très mal compris les relations. Même le Mexique. Oui, même le Mexique. Oui, bien sûr. Même les pays du Golfe. Les pays du Golfe, même l'Afrique. L'Afrique francophone était majoritairement contre l'Occident. Quand Macky Sall était en Russie, il a dit c'est la faute aux Occidentaux qui ont laissé venir ce conflit. Et pourtant, ce sont des zones d'influence française. Oui, et quand on a vu avant le Mali, Macky Sall qui d'ailleurs, comme le reste des autorités sénégalaises, a fait la leçon aux ambassades qui essayaient de recruter des mercenaires. Même un pays comme le Mali, qui est un des plus pauvres de la planète, qui demande à l'ambassadeur français de quitter immédiatement le pays, de demander le retrait. Ils sont là pour profiter justement de la pauvreté, pour essayer de recruter des mercenaires, évidemment, à grand coup de fric. Et il y a, si vous voulez, les sanctions, parce que dans le monde arabe, puisqu'on parle, parce que tout le monde a applaudi, au niveau du peuple, des peuples, ça c'est sûr. Peut-être les gouvernements, ils étaient neutres. Mais c'est déjà ça. C'est déjà un pas en avant. Mais au niveau du peuple, y compris dans les opinions publiques dans les pays du Golfe, ils étaient tous avec Poutine. Sans trop analyser les c'est instinctif. Ça, c'est ce qu'on avait évoqué justement il y a 3 mois, lorsqu'on a fait la première rencontre sur le même thème. Et puis, puisqu'on parle du chaos, mais les Occidentaux ont installé le chaos dans cette région. Au Liban, c'est un pays par terre. Maintenant, vous ne pouvez même pas retirer de la devise dans vos comptes sont bloqués quand vous avez des banques en euros ou en... Sans parler de la Libye, de l'Irak. De la Libye, ils ont cassé l'Irak, toute la région. La Syrie, avec la loi César. C'est-à-dire, on interdit, on réduit la Syrie en pays assisté. C'est-à-dire, non, vous n'avez pas le droit d'acheter des médicaments. Ce sont les associations qui vous l'achètent. C'est vraiment... Donc, mais ça a échoué. Et puis, ce basculement de l'ordre international, il faut le dire quand même, ça a commencé en Libye et en Syrie. Oui. Rappelons-nous, Poutine, quand il y a eu l'attaque contre le renversement de Kadhafi, il avait dit c'est une nouvelle croisade. Il était furieux contre le président de l'époque, Medvedev. Il a eu des mots très durs contre lui. Mais en Syrie, c'était déterminant. C'était déterminant. Parce que pour la première fois, la Russie, avant, avec la Libye, s'était abstenue. Ils n'étaient pas d'accord, mais ils s'étaient abstenus. Mais quand les Occidentaux ont utilisé cette abstention pour attaquer la Libye et renverser le régime... L'escroquerie, la charlatanerie, la no-fly zone, on a vu à quoi ça aboutit. Voilà. Donc, mais en Syrie, pour la première fois, la Russie et la Chine ont utilisé leur veto au moins 14 fois. La Chine, en tout et pour tout, elle avait utilisé le veto 16 fois.
rien que pour la Syrie, ils ont utilisé 14 fois. Pour vous dire qu'il y avait une préparation des esprits. La Syrie, d'ailleurs, où les choses continuent à évoluer, mais ça, on va peut-être en parler, mais c'était ce que proposait justement. Voilà, mais ça, c'est pour ça. On pourrait parler justement du jeu à multiples facettes d'Erdogan. Voilà, mais si vous voulez. Oui. Je veux 12 choses, si c'est possible. Voilà. D'abord, est-ce que les menaces d'Erdogan sont réalisables? Est-ce qu'il peut intervenir en Syrie en cas de détérioration de l'histoire? Deuxièmement, ce qui est plus important, c'est de faire une prévision de la visite de Biden en Arabie Saoudite. C'est là-dessus qu'il compte. Voilà, c'est ce que j'allais venir. Voilà. Il aura 3 demandes, Biden. Il demandera aux Arabes d'augmenter le pompage de pétrole. Et ensuite, il leur demandera de réintégrer un NATO arabe. Oui, et puis de se retirer de l'OPEC+, avec la Russie. Sur l'autorité, non. NATO. Ça veut dire une organisation pan-arabe, militaire, chapeautée par Israël. Oui. Ah oui, c'est ça. Voilà, pour aller au plus près, la Turquie. Voilà. La Turquie, actuellement, c'est un pays en crise économique sans précédent. Une crise de l'endettement, crise de l'inflation, la chute de la monnaie, et il y a dans quelques mois des élections présidentielles. Donc Erdogan, il fait tout pour dire que je décide. On a vu son cirque avec le veto sur l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN, et finalement il a accepté. Mais quand même, c'est un membre central de l'OTAN. Mais en même temps, il est entouré de pays comme la Russie, avec qui il y a des relations économiques très importantes, où il est en tenaille entre la présence russe en Syrie et de l'autre côté de la mer Noire. Et il y a l'Iran aussi. L'Iran, quand même, qui est un acteur important de jeu. Donc, il peut fanfaronner autant qu'il voudra, mais même s'il avance, il va avancer, il va casser qui? Il va casser les alliés des États-Unis, c'est-à-dire les Kurdes du PKK. Et pour l'instant, c'est son ennemi principal. Voilà. Et alors que ce sont les protégés des États-Unis et de la France et de l'Europe. Donc, les Syriens, finalement, ils peuvent gueuler, mais s'ils les cassent, je dis, voilà, on vous a dit, venez avec nous. C'est ce qui est en train de se passer, d'après ce que j'ai voilà. Maintenant, il y a des pourparlers. Ça peut les Russes interviennent pour ça. Les Iraniens sont intervenus. Il y aura, à mon avis, des négociations. Mais s'ils passent outre... Les indépendantistes kurdes, appelons-les comme ça, se rallient à Bachar. Voilà, c'est ça. À Bachar. Il y a des négociations déjà assez avancées. Sinon, ils auront le même sort que les Kurdes de Barazani sous Saddam Hussein en 1975. Oui, bien sûr. Quand il y a eu un accord entre le Shah et Saddam, en un mois, il n'y avait plus de Kurdes. Barazani père était déjà aux États-Unis où il est mort après quelques mois. Donc, pour la Turquie, moi, ça ne m'inquiète pas parce que là, ils vont se heurter à des Kurdes qui sont alliés des Américains. Et les Américains, je pense que quand même, ils mettront leur veto. Voilà, ou ils seront lâchés. Dans ce cas-là, plus personne n'aura confiance en Occident. Mais c'était pas la première fois. Déjà, ils les ont lâchés en Irak en 1975. Ah oui. Voilà. Ils les ont lâchés en Iran avec la République de Mahabad. Oui, et puis après le lâchage des Afghans de l'Afghanistan. Oui, ça aussi. Non, donc plus personne n'a... Est-ce qu'on peut dire que Erdogan essaie de tirer son épingle du jeu
politique. Oui, il fait par pur opportuniste des circonstances. Voilà, opportuniste électoraliste. Voilà, absolument. Parce que n'oublions pas, mais en réalité, il n'a aucune perspective. Exactement. Il est bloqué partout. Parce que c'est comme ce que tu viens de dire à propos des Ukrainiens en Pologne. Aussi, il y a un ras-le-bol turc à propos des réfugiés syriens. Oui, ils sont en train de les virer. Ils virent les réfugiés syriens dans des conditions inhumaines. Ensuite, si vous voulez, il y a des règles, des traités entre la Syrie et la Turquie. C'est le traité d'Adana qui organise les relations entre les deux. Ni la Turquie, ni la Syrie n'ont déchiré le traité. Vous voyez ? Donc, un jour ou l'autre, ils vont arriver à un accord, mais ce sera toujours sur le dos des Kurdes. Et ce sont des Kurdes... En dépit des beaux efforts de BHL, Kouchner et ce sont pour la majorité des Kurdes qui sont réfugiés en Syrie et qui sont Kurdes Turcs en premier lieu. Vous voyez ? Et c'est une filiale du PKK turc. Bon, ça c'est pour la Turquie. Mais tout est possible, ils peuvent attaquer, mais ce sera sans résultat. Il y aura une guerre populaire contre eux, parce que déjà il y a un sentiment anti-kurde dans les territoires qu'ils contrôlent. Erdogan a intérêt de faire durer cette situation de paix armée, exactement comme les Américains risquent d'avoir à le faire pour l'Ukraine. Sauf que l'opinion publique turque est contre. Vous savez, les plus grandes villes de Turquie sont maintenant entre les mains de l'opposition, qui est contre la guerre et qui ne demande qu'à avoir des relations pacifique avec la Syrie. Comme autrefois. Comme autrefois. Voilà. Donc ça, c'est pour la Turquie. Vous voyez, parce que même la Turquie, elle a des problèmes avec l'Irak. Elle a des bases, elle a tout ça. Et le gouvernement pro-américain à Bagdad ferme les yeux. Il gueule de temps en temps, mais il laisse faire. Mais le jour où il commence à y avoir une guérilla sérieuse, que ce soit contre les Turcs, contre les Américains, vous allez voir, la situation va changer radicalement. Je vous rappelle, par exemple, l'ancien ambassadeur américain à Damas, Robert Ford. Ah oui. Il a dit dans une interview, il y a un an, il suffit d'avoir 30 soldats américains morts en Syrie, ils vont plier bagages et revenir. Oui. C'est une bataille qu'ils ont perdue déjà. Oui. Il reste deux acteurs importants. Là, j'usurpe un petit peu, mais tu as souri ton rôle. C'est l'Iran et Israël. L'Iran et Israël. L'Iran, c'est vrai, si on a remarqué ça, c'est-à-dire les Américains font tout pour que l'Iran accepte de revenir à l'accord. C'est les Américains qui sont demandeurs. Et c'est l'Iran qui pose des conditions. Et dit non, qu'est-ce qui nous prouve que vous n'allez pas déchirer encore une fois? Simon, je veux des garanties. On a vraiment un renversement total des rapports de force. Et puis c'est un pays ultra militarisé. Oui. Ils ont et puis leur puissance en Syrie. Les sanctions, ils connaissent, c'est déjà depuis un moment. Je vous donne un petit exemple. Hier, il y a une semaine, 3 jours, Bachar a inauguré une centrale électrique, 200 mégas, à Alep. 200 mégas, c'est pas rien, c'est pour toute la région. Voilà. Et personne, paradoxalement, c'est l'Iran qui l'a construite. Malgré les sanctions, malgré tout ça. Et les médias ne disent pas... Ça ne peut être que les Iraniens, ou les Chinois, ou les Russes qui le font. Oui, il y a eu un rapport de force équilibré. Par exemple, vous avez vu la Grèce qui a arraisonné un pétrolier iranien. Immédiatement, les Iraniens ont arraisonné 2 pétroliers grecs. Et tout de suite, ils ont lâché. Donc, ils ont eu le culot d'aller jusqu'en Venezuela, jusqu'à Cuba. Donc, ce n'est plus facile de s'opposer à l'Iran
militairement. Même avec Israël. Maintenant, il y a une guerre secrète, clandestine. Oui. Il y a des liquidations. Mais les Iraniens, ils font la même chose en Turquie. Rappelez-vous, il y a un mois, Israël a demandé à tous les touristes israéliens de quitter immédiatement la Turquie. Parce qu'il y a eu 6 morts du Mossad en une semaine. Ça, c'est le genre de choses. Et là, des choses qu'on n'entend pas. Qu'on n'entend jamais. Voilà, c'est bien de le rappeler. Et quant au NATO arabe, israélo-arabe américain avec Biden, mais Biden, il est méprisé dans les pays arabes. On le voit très faible. Ils auraient préféré un Trump à sa place, oui, qui a la franchise. Mais même lui, il les a humiliés. Donc, ils n'en veulent plus. Maintenant, la Russie a de très bonnes relations avec tous les pays du Golfe. Oui, et ça change tout. Et n'oublions pas l'accord. C'est un des objectifs de la visite de Biden, c'est de mettre la pression sur l'Arabie saoudite pour qu'elle quitte l'OPEC+. C'est-à-dire ce sont les pays de l'OPEC plus la Russie. Donc c'est eux qui décident du prix du pétrole. Maintenant, pourquoi vous voulez que l'Arabie saoudite accepte que les prix dégringolent de nouveau pour les beaux yeux de Biden? Vous voyez? Ultime question, parce qu'on va peut-être bientôt arriver à la conclusion, vu l'heure. Et alors, Israël, quel jeu lui reste-t-il à jouer dans tout ça? Parce que rien que la parole. Voilà, c'est pas très positif non plus pour eux. Pourquoi? Parce que si vous étudiez géopolitiquement et dans la durée, les guerres israélo-arabes, la seule guerre qu'ils ont gagnée, c'est la guerre de juin 67. La guerre d'octobre, c'était ni vainqueur ni vaincu. La Syrie a pu récupérer la moitié du Golan à l'issue de cette guerre. Et au Liban, a récupéré Negev. Voilà. Tout le Sinaï. Et le pétrole avec. Vous voyez. Donc, mais la grande révélation, c'était la guerre au Liban, où ils ont reçu un revers sans précédent. Une petite milice de 15 000 hommes qui a tenu tête pendant 2 mois face à l'armée la plus puissante, ce qu'on dit. Oui, ben voilà. Mais ils ont reçu une raclée. Oui. Et ça a marqué les esprits dans le Moyen-Orient. C'est-à-dire, tous ceux qui s'en souviennent peuvent en témoigner. Voilà. Même si on n'en parle plus du tout. Ils peuvent détruire toutes les infrastructures. Ils peuvent casser, ils peuvent tuer, mais ils ne peuvent pas gagner. Ils ne peuvent pas réaliser leurs objectifs. Vous voyez? Parce qu'au Liban, ils ont essayé, ils ont occupé jusqu'à Beyrouth. Oui, bien sûr. Ils se sont retirés en courant. Vous voyez? Et sous les coups, pour la première fois au Liban, c'est la résistance qui les a obligés à quitter. La Syrie, malheureusement, jusqu'à maintenant, ils adoptent ce qu'ils appellent la patience stratégique. Ils ne sont pas puissants, ils ne sont pas pressés. Mais le temps est avec nous. Mais si Israël arrive à occuper une partie de la Syrie, ce sera un massacre pour l'armée. Il y a le point d'achoppement. Ouais. Cela dit, ça fait longtemps que Israël occupe une bonne partie du Golan. Ah oui, c'est-à-dire ça fait à peu près 1000 kilomètres. En tout, pour tout. Mais là, il y a en plus des enjeux économiques avec les ressources. Il y a des enjeux économiques, mais ici, la Syrie n'a pas encore décidé de laisser, comme au Liban, c'est elle qui a, avec l'Iran, armé la résistance. Parce que là, ils se disent il vaut mieux éviter la guerre, mais il y a un jour, avec le comportement israélien, il n'y aura pas d'autre choix que la guerre. Vous voyez, la guerre classique et la guerre asymétrique. Et surtout que les Iraniens sont là. Ils sont bien implantés en Syrie et les Russes aussi. Donc ça se complique. Oui, moi, l'hypothèse de la visite de Joe Biden m'intéresse parce que c'est la dernière cartouche de Joe Biden pour faire face à la guerre en Ukraine. Et il a avalé sa langue puisqu'il avait dit l'Arabie saoudite, c'est des pays
dictatorial, assassin, sanguinaire, je n'irai pas les voir. Oui, et puis finalement, elle va... C'est facile de le reprocher à Trump. Ouais, maintenant, elle va le voir. Elle veut, parce que tout ce qu'il a prétendu au départ, il a dit aux Européens, on va soutenir l'Ukraine avec tous les moyens. Oui. Il leur a dit, rassurez-vous, j'ai mon stock stratégique de gaz, je veux vous en délivrer 1 million. Ce qui crée un scandale aux États-Unis actuellement. Non, mais même avec ça, aux États-Unis, le gallon, ça fait $6. C'est du jamais vu aux États-Unis. Jamais. J'ai mon frère qui débarque, qui vient d'arriver d'Amérique. C'est pour ça que je suis excité. Il est sur mon dos. Ils n'ont jamais vu ça. Il faut jamais. Non, mais aux États-Unis, vous voulez acheter un paquet de clopes ou une bouteille de lait, vous prenez votre bagnole et vous faites un quart d'heure de bagnole. Voilà, exactement. Et chaque foyer a au moins deux métro. Et le prix de l'essence là-bas a doublé. Oui. Et ça va augmenter. Les Américains attendent le vote de mi-mandat. Oui, c'est ça. Et qu'ils vont perdre. Les démocrates. Oui, voilà. Voilà, les démocrates. Prendre une rouste, oui. Voilà. Et Biden, il essaye de tout faire pour apporter quelque chose pour le mi-mandat. En Arabie Saoudite, le roi d'Arabie, il va lui demander 2 ou 3 choses. Vous voulez que j'augmente le pétrole et le gaz? Mais il n'a pas les moyens. Si j'augmente, moi et les Émirats arabes, on vous demande de rentrer en conflit avec l'Iran. Il n'est pas dans la capacité de rentrer. Il n'est pas dans la capacité. On a vu au Yémen, ils ont perdu la guerre. Défendre contre l'Iran. Oui, il doit défendre les Arabes. Sauf que les Russes sont beaucoup plus efficaces. Oui, ils sont en train de constater ça. 12e, ils vont adorer à la banque chinoise. Et ils sont prêts, les pays de Golfe, d'abandonner le dollar. Donc je pense, moi, ce n'est pas mes souhaits, mais je pense que Biden, elle va rentrer sans apporter quelque chose de cette dernière tentative. Donc la situation en Ukraine ne fera que s'aggraver. Ceux qui vont payer le prix, c'est les populations, le peuple d'Europe. À commencer par les Ukrainiens. Les Ukrainiens, ils vont payer par leur sang. Ils ont déjà payé pas mal d'ailleurs. Pas mal. Et les autres, ils vont payer les conséquences. Ceux qui tirent ces épingles de Joe, c'est les sociétés pétrolières de gaz de schiste, c'est les transactions de vente et de trafic de pétrole, c'est les fabricants d'armement. Et même le peuple américain, il n'a aucun intérêt dans cette guerre, aucun peuple, à vrai dire. Même l'Europe, surtout l'Europe. L'Europe, elle va payer. Oui. C'est pour ça qu'il y aura un retournement en Europe. Moi, voilà. j'en suis certain. Il faut qu'elle négocie. Sans les négociations, il n'y a pas de solution. Non, mais pour l'anecdote, les Américains ont envoyé une délégation en pleine crise au Venezuela pour leur demander de se réconcilier et pour qu'ils pompent plus de pétrole. Il dit, mais allez demander ça à Guaido. Pourquoi vous voulez le demander? Oui. Bon, il y a eu pas mal de choses très amusantes sur Internet. Ça. Non, mais ça, c'est pas une blague. Non, mais c'est risible parce que justement, c'est vrai. C'est plus que cocasse. Je voudrais, ultime conclusion, j'avais moi une question à poser à Célestin sur un point qu'on n'a pas évoqué. Donc, quid de ceux qui ont été la cheville ouvrière des desseins occidentaux de l'OTAN et de l'impérialisme américain en Ukraine, c'est-à-dire ceux qui ont fabriqué Zelensky,
à savoir que deviennent les Akhmetov, Kolomoïski, toute cette bande-là actuellement, et qu'est-ce qu'on peut attendre de leur part, parce que c'est quand même eux qui ont beaucoup contribué à produire cette situation. Et de la Géorgie aussi, qui nous parle un peu de la Géorgie. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire sur ces types-là qui ont fait, parfois discrètement, mais parfois plus ou moins officiellement, notamment au moment où il y a eu l'esquisse de négociation là, à Istanbul, où ils essayaient de tirer certaines ficelles à eux. Qu'est-ce qui deviennent ces gens-là qui sont en train de tout perdre en termes d'investissements locaux? C'est comme tu l'as dit, ils sont en train de tout perdre. Et c'est-à-dire qu'ils ont encore un pouvoir de nuisance? Jusqu'au prochain ordre, enfin, je dirais jusqu'à ce qu'on puisse voir qu'ils ont encore quelques pouvoirs de nuisance, on dirait que non. Parce qu'ils ont quoi? Ils ont leur marionnette Zelensky à la tête du pays. Oui, ils ont fabriqué de toutes pièces. Hein, c'est ça, mais ce ne sont même pas eux qui les dirigent. Voilà, c'est ça. Ce ne sont même pas eux qui ont une prise quelconque sur l'action de Zelensky ou sur. Enfin, éventuellement, ils pourraient avoir prise sur la répartition interne des intrigues du pouvoir. Les intrigues, il y a parce que entre les militaires et la présidence, il n'y a pas la paix. Et ils se chamaillent. Oui, et je crois plus que ça. Plus que ça. Zelensky risque sa vie, comme on dit. Il risque sa vie de toute façon, déjà d'ailleurs. Mais bon, il faut être aussi conclu. Oui, mais il risque sa vie là, de la part de ceux qui l'ont mis en place. Tout à fait, tout à fait. Mais sauf qu'ils n'ont pas spécialement de pièces de rechange. Donc voilà, c'est sur ce genre de niveau que ça se joue. Évidemment, il reste des avoirs aux mains des oligarques ukrainiens. Mais sauf que la situation elle est tellement désastreuse et tellement fragilisée, même dans les partis qui ne sont pas sous l'emprise russe, que je sais sur quoi ils peuvent compter. On ne les entend pas en fait. Dans les négociations qui ont eu lieu à Istanbul et qui auraient pu encore avoir lieu quelque part dans les parages, la Russie était toujours dans des positions douteuses. Ce n'étaient pas les négociations gagnantes. C'était des négociations menées par des personnages comme Medinsky ou je ne sais qui, enfin c'est des libéraux assez suspects qu'on a laissé négocier des choses a priori importantes. Après, est-ce qu'ils ont vendu déjà un paquet déjà prêt pour le retrait de Kiev à l'époque encore, ou c'était vraiment sous leur... Ça m'étonnerait, mais enfin bon, il y avait les résultats de ces négociations qui n'ont jamais été convaincants ni clairs, d'où résultaient des échanges de prisonniers tout à fait impopulaires en russe, c'est-à-dire qu'on donnait les nazis, enfin voilà, personne, ou bien on se retirait de Boutcha ou de tout ça. Enfin, à chaque fois, après, il y avait des trucs. Donc ces négociations où participaient les oligarques ukrainiens ainsi que les oligarques russes n'ont jamais été bien acceptés par la population, par le soutien populaire. Donc tous ces gens-là ne comptent plus pour grand-chose. Voilà, tous ces gens-là se sont laissés ou se sont discrédités complètement. Et Washington, la CIA, le Pentagone, apparemment. Au reste du monde. En tout cas, le paysage, c'est ça, un paysage médiatique, on dirait, enfin actuellement le paysage médiatique laisse transparaître grosso modo toutes les intrigues. Donc ça ne se voit pas, c'est qu'il n'y a probablement pas, voilà, de leur côté quoi que ce soit. Enfin peut-être ils vont rester à la flotte d'une façon ou d'une autre, mais franchement ce n'est plus du tout là. Donc de ce côté-là non plus, strictement aucune perspective. Les surprises ne sont pas attendues en tout cas de ce côté-là. Rien à prévoir, à espérer, sinon de durer encore un petit peu. C'est ça, c'est tout l'enjeu là. Combien encore vont se faire massacrer dans le coup quoi. Bon, Je fais une courte modification. J'ai regardé le discours
d'un colonel de l'armée américaine, un Marines, qui était envoyé dans mon pays pour être... Scott Ritter. Tu as regardé Scott Ritter, ce qu'il dit. Scott Ritter était le chef des inspecteurs de désarmement en Irak. Je ne te coupe pas, je te laisse poursuivre, mais il n'est pas le seul. Et beaucoup d'autres officiers de haut rang ou récemment retraités, et même parfois en exercice encore, ont tenu à peu près un discours. La même discours. Elle dit on ne peut pas. On ne peut pas. Elle dit maintenant... L'OTAN, les troupes de l'OTAN, ils n'ont pas amené de guerre depuis 1953, la guerre de Corée. En dehors de guerre de Corée, qu'est-ce qu'il a fait l'OTAN? Elle est allée attaquer à la Libye, elle est allée bombarder la Yougoslavie, elle est allée bombarder l'Irak. Ce n'est pas une guerre. Là, ils sont confrontés à une véritable guerre. Il y a une armée, il y a de l'armement, c'est la première fois. Scott Ritter, elle dit, on est perdant, on ne pourra pas gagner contre la Russie. Et il le dit chez lui. Et Scott Ritter, son père, c'est le général de l'aviation de l'armée américaine. Et lui, c'était le fils colonel, et il dit la vérité. Et elle veut mener le monde par le mensonge. Ce que je souhaite, que la guerre s'arrête le plus rapidement possible, pour épargner le nombre de victimes ukrainiennes qui vont tomber. C'est la seule chose utile et intéressante, c'est qu'un homme politique, un dirigeant d'Europe ou d'Amérique, réfléchit et il dit on propose une négociation. L'ancien ministre des Affaires étrangères américain, le vieux Kissinger. La semaine dernière, Kissinger, elle dit, il n'y a pas d'autre solution. Il faut négocier. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut que les dirigeants américains, européens... Ils ne disent pas seulement qu'il faut négocier, il faut abandonner des territoires. Ils le disent clairement. Oui, mais ils proposent... Et quelles conditions? Voilà. Oui, mais les conditions... En tout cas, la Russie a gagné un territoire. Pour négocier le territoire, on négocie. On ne met pas la guerre jusqu'au bout. Et surtout, on ne peut pas la gagner. S'ils pouvaient la gagner, soit ils sont incapables de la gagner. Ils ont épuisé le stock d'armes dans les réserves américaines. Et françaises. Macron a épuisé le stock. Les Allemands, elles en achètent. Les seuls gagnants dans cette guerre, c'est les fabricants des armes. Ah oui, ça c'est sûr. C'est le seul qui font de commerce. Et encore, les Américains, ils comptaient à faire beaucoup de bénéfices dans cette guerre en vendant leur gaz de schiste, mais ils sont dans l'incapacité de satisfaire leurs besoins. Ça, c'est en plus des armes. Oui. Les armes, ils les vendent bien, quand même 50 milliards. Là. Les armes. Ils vendent des armes. C'est la seule chose, c'est les seuls bénéficiaires. Tout le reste, tout le monde est perdant. Et vient nous dire là, après nous avoir dit, vous allez voir, on va mater sur Russe, vous allez voir, on va gagner, on n'a jamais perdu. Maintenant, il vient nous dire, tous, il vient nous dire, il faut rationaliser l'eau chaude. Il faut, là, en hiver, rationner. Il faut, on était essayé de n'allumer que dans une seule pièce dans la maison. Se laver une fois par mois, oui. Se laver une fois par mois. Et viennent nous dire... En Allemagne, non, peut-être pas une fois par mois. En Allemagne, oui. Ouais, mais on a le droit d'exagérer aussi. Nous sommes un petit peu en train de parler comme... En Allemagne, moi je pense Johnson est parlé, c'est le premier sacrifice de cette bande d'incapables. Je pense en Allemagne, ce n'est pas loin que le chancelier aussi il va être
elle va être virée. Oui, ils lui ont mis quelques petits scandales crapoteux, parce que c'est ça qu'on utilise en général pour... Dans son congrès, le congrès de son pour en mettre un autre à la place qui fera mieux le job, oui. Oui, donc toute cette bande d'incapables qu'elle veut nous mener à la guerre nucléaire. Et ils disent, voilà, allons-y, on va à la guerre nucléaire. 4 mois après, l'armée russe, elle a accompli ce qu'ils pensaient que c'était impossible. Elle a récupéré le territoire qu'on peut considérer comme russophile, elle l'a acquis. Maintenant, elle leur propose de négocier. Poutine, dans son discours, elle dit on n'a pas commencé encore. Ce n'est pas la guerre. Il ajoute, mais si nous sommes prêts à négocier, mais si vous ne voulez pas négocier maintenant, sachez que ce sera encore plus dur. C'est exactement ça. Mais ce qu'il disait depuis le début, en fait. Exactement ça. À chaque mois, à chaque période supplémentaire à la guerre, les négociations seront plus difficiles et les conditions plus difficiles. Pour arriver un petit peu aux conséquences. Il y a les conséquences de la guerre. On a dit les gagnants, c'est les fabricants d'armes. Les conséquences, c'est tous les peuples. Mais il y a des peuples qui vont payer plus cher que d'autres. Oui. Probablement, les pays pauvres, là où il n'y a pas de blé, ça sera plus difficile. Nous, on va peut-être se laver une fois par semaine, mais où ils ne peuvent pas manger une fois par semaine. Il faut qu'ils mangent tous les jours. Donc, à chaque fois où la guerre ça va prolonger, ça sera plus difficile. En plus de cela, lorsque des dirigeants animés par la théorie de chaos, elles persistent à utiliser le chaos pour s'en sortir. Ils pensent qu'il faut s'aimer la guerre partout. Ils ont sanctionné le Pakistanais. Ils ont viré le Sri Lankais. Ça va arriver chez d'autres pays à qui ils vont semer la pagaille, en Afrique du Nord, en Europe ou ailleurs. J'ai l'impression surtout en Europe, hein, parce que même en Autriche et dans d'autres pays, ça commence même en Autriche, Joe Biden, il promet à son peuple qu'il a la clé, elle va faire le voyage pour aller le roi d'Arabie Saoudite. Elle est allée, elle va se plier, faire le salam alaik au prince Mohammed bin Salman, qu'il avait banni. Elle voulait le condamner comme criminel. Elle va lui serrer la main, ensanglantée. Elle va lui serrer la main. Mais les informations qui circulent au Moyen, au Proche, au Orient, elles disent on ne cédera pas à Biden. Et peut-être on lui dira d'accord, on va augmenter quelques millions de barils de plus, mais elle n'est plus question que ce pays continue à se plier. Elle n'est plus question. Le vieux Kissinger, elle disait l'Ukraine, s'il n'y a pas de négociation, elle peut aboutir à une guerre mondiale. Ce n'est pas moi, c'est un diplomate d'il y a 80 ans. Elle dit qu'il y aura une guerre mondiale. Il y aura peut-être, elle dit, Kissinger, que la mèche sera allumée au Moyen-Orient. Il dit, comme il le sait, il connaît les plans, elle dit si ça déclenche au Moyen-Orient, Israël, elle va occuper 7 pays arabes. Tout s'est préparé pour ça. Le roi de Jordanie, elle déclare, il y a 12 jours, voilà un roi, elle dit, on l'a interrogé sur Poutine, elle dit, c'est un excellent patriote. C'est un patriote, il aime son pays. Moi, je suis admirable de ces chefs d'État. Le climat d'une guerre mondiale, elle est là. Si ce n'est pas déclenché en Ukraine, ça sera probablement chez nous. Les Turcs, ils avancent leurs troupes vers la Syrie. Israël annonce qu'elle va attaquer le Liban et la Syrie. Les ingrédients de la guerre, ils sont là. Ils vont jouer là-dessous. Les Américains, ils ne diront pas
Ils ne vont pas reconnaître qu'ils ont perdu. Ils vont s'aimer la pagaille, ils vont s'aimer le chaos, ils vont attirer l'attention, détourner l'attention des peuples vers du conflit. On l'a allumé en Ukraine, on n'arrive pas à s'en sortir, on va l'allumer ailleurs. Le risque de guerre est plus présent aujourd'hui qu'hier. Je persiste à dire que je suis étonné de l'attitude des citoyens démocrates. Comment, ou bien ils sont aveugles, inconscients, ils sont désintéressés, et tout ce qu'ils peuvent observer les événements, ils savent que nous allons directement vers un conflit généralisé, vers une guerre importante. Enfin, avant-hier, la Chine... On va vers ça si on ne... Si on fait rien. Si on fait rien. Si on continue ce qu'on fait actuellement. C'est-à-dire si voilà. on prétend rétablir un rideau de fer et forcer la Russie à céder. Ça ne marchera pas comme ça. On sait que c'est impossible. Donc, les temps ne sont plus les mêmes. Nous ne sommes pas à l'époque de l'Irak. Nous ne sommes pas à l'époque de la Yougoslavie. Nous ne sommes plus à l'époque de la Libye. L'OTAN ne peut plus bombarder, faire la guerre sans avoir le retour des événements contre lui. La Chine elle vient de décréter officiellement la création de la grande banque russe pour faire face à la Banque mondiale. Elle sait, les Chinois, ils savent que pour attaquer la Chine, d'abord, il faut d'abord brûler tous les dollars entassés chez les Chinois. La politique de la Banque mondiale, elles vont décréter toutes les séries de dollars qui se trouvent chez les Chinois, elles seront interdits de circuler. Et donc, l'argent en dollars chez les Chinois, elle ne peut plus marcher puisque la Banque mondiale, s'associer à l'OTAN, elle fera la guerre. Donc la Chine, elle vient créer une banque équivalente. À l'heure d'aujourd'hui... Ce que tu veux dire, c'est qu'ils envisagent de faire aux Chinois ce qu'ils ont fait sur les réserves monétaires russes. Ouais, en gros. Ouais. En russe, on les a piqués. C'est pas une question de série de billets, etc. C'est des blocages techniques. En Russie, on les a réquisitionnés. Voilà. Moi, j'ai écouté le ministre de Finances suisse, il dit oui, nous sommes un pays neutre, mais lorsqu'il fallait faire quelque chose, il faut le faire. Il dit oui, on a mis la main sur 600 millions d'argent russe, 300 millions, mais enfin, ils avaient 600 millions. Ils les ont carrément réquisitionnés. Pour les Chinois, ils vont décréter tous les numéros de dollars qui se trouvent en Chine et vont faire circuler une information aux banques que c'est des monnaies de singe, elle ne marchera pas. Et les Chinois... Toutes les réserves monétaires chinoises, gelées, bloquées, d'une manière ou d'une autre, ce qui a été fait contre les Russes. Et là, c'est plus perfectionné. C'est plus perfectionné. Ils disent... On décrétera que toutes les séries commençant par 0 machin chinois, c'est $1 qui ne sera plus acceptable sur le monde. Donc, ils vont faire leur propre banque. L'Ukraine, c'est ça la forme de lutte politique la plus spectaculaire. Mais la guerre, elle continue. La guerre économique, l'adhésion des pays de tiers-monde, la Chine, l'Inde, elle vient de conclure un accord en achetant de pétrole, de gaz russe avec de la monnaie chinoise. Les Russes acceptent. Il y a eu une visite de Lavrov à Modi, et ils ont renforcé très sérieusement tous les liens économiques et autres. Les pays pétroliers du Moyen-Orient, tous, ils sont tentés de ne plus vendre en dollars. Donc, le système, il va craquer. Et c'est l'Ukraine qui va annoncer plus ou moins.
ou bien la modification de l'ordre mondial, ou bien la mort de l'ordre mondial. Enfin, le système monétaire, en tout cas. Le système monétaire, mais même le système politique. Les Chinois, les Russes, ce qu'ils proposent aux Américains, ils disent on ne vous demande pas la mort de l'ordre mondial que vous dominez. On vous demande de nous associer. Il faut qu'il y ait à l'issue de ce conflit un nouveau ordre mondial où la gestion du monde sera partagée. Ce n'est plus possible, surtout lorsqu'on voit les présidents américains ou leur qualité intellectuelle. Même le simple citoyen ne veut plus donner son sort à des gens de ce type-là. Donc, je pense, avec l'Ukraine, on arrivera sûrement, au prix de beaucoup de victimes ukrainiens, de peuple ukrainien surtout, mais on arrivera quand même à faire subir une défaite à l'ordre mondial en cours. Je pense qu'il y a une hypothèse pour abréger la souffrance du peuple ukrainien, d'arrêter la guerre. Ça peut se traduire par le changement de la présidence aux États-Unis, probablement dans 6 mois. Même si ce n'est pas la fin de mandat, dans l'hypothèse où les démocrates ils vont perdre, les Américains, le mécanisme électoral leur permet, si les républicains ont obtenu la majorité au Sénat et au Parlement, elle nomme le président du Sénat, il sera capable de destituer Biden comme incompétent pour diverses raisons, santé ou incapable politiquement. Dans cette hypothèse, le président du Sénat américain, il va gérer jusqu'aux prochaines élections. Je pense que ça sera une ouverture de négociation. Bien entendu, les généraux de l'OTAN sont défavorables à cette solution, puisque là, ils commencent à recruter 300 000 hommes, et ils commencent à se préparer pour dominer toute l'Europe. Ah oui, puis ils ont des budgets. Ils ont des budgets, tous les pays payent. Donc, c'est une hypothèse. D'ici là, parce que ça sera une ouverture de négociation avec. D'ici là, il faut compter encore 6 mois de guerre au moins. Ma conclusion, c'est que tout l'investissement qu'ils font, ils sont bien entendu en train de travailler aux États-Unis, en Europe comme en Russie, pour développer des armes plus performantes, plus efficaces. Ils travaillent pour une guerre à long terme. Peut-être que ça sera une guerre avec la Chine. Donc l'industrie de l'armement, elle se lance. Tous les pays de l'Europe, y compris notre ministre de l'économie et des finances ce matin, il a dit aux Français, il faut que tout le monde fasse un effort, que les temps ils seront durs et difficiles. Et là, en Grande-Bretagne, ils ont demandé à la classe moyenne, aux pauvres, d'augmenter leurs impôts. C'est pour ça qu'ils ont viré. En Allemagne, ça va. Donc, on va souffrir probablement encore pendant 6 mois, 1 an, avant l'ouverture des négociations. Ce que j'aurais souhaité, que les peuples d'Europe puissent se manifester et dire c'est pas possible. Enfin, ça va venir. Vous êtes aveugle qu'il n'y a pas de résultat et tout le monde va payer. Ce n'est pas les gouverneurs, les dirigeants, ils sont incapables de prendre l'initiative. En tout cas, on ne peut pas compter sur la classe politique française. D'un bout à l'autre, ils sont tous unanimes dans leur connerie. Voilà. Et leur aveuglement absurde et profondément calamiteux et néfaste. Bon, c'est pas très optimiste, mais bon, il y a au moins une note très positive, c'est que l'espoir a changé de camp et le combat a changé d'âme, comme on disait
classique. Donc là-dessus, il me reste qu'à vous remercier, à vous dire à bientôt, probablement dès la rentrée, il y aura beaucoup d'autres choses à en dire. Merci, bravo. Merci. Donc, là-dessus...